L'histoire des lacs du nord de l'Italie débute au cœur de la chaîne des Alpes. Il y a 20 000 ans, de grands glaciers descendent jusqu'à la plaine du Pô. En se retirant, ils laissent place à de petites mers intérieures. Au nord de la péninsule, ces lacs s'étendent d'est en ouest sur près de 200 km. Garde, Iseo, Côme, Majeur et Horta. Comme toutes les fins de semaine, le prince Vitaliano Borromeo, 11e du nom, se rend sur l'Isola Bella, au centre du lac Majeur. Il est le descendant d'une famille dont l'histoire s'enracine sur cette île depuis le XVIe siècle. C'est un lieu unique. Je ne crois pas qu'il existe en Europe un autre lieu comme celui-ci. Surtout quand on sait que l'île appartient à la même famille depuis plus de 400 ans. Ça, c'est vraiment unique. L'idée, à l'époque, était d'impressionner les visiteurs et les hôtes qui venaient sur cette île. On l'a donc transformée pour qu'elle ressemble à un galion espagnol. Ça, c'était la poupe, avec ses tours. Et de l'autre côté, où se trouve le palais, c'était la proue. C'est vraiment le rêve d'un fou. C'est le prince Vitaliano Borromeo VI qui commence la construction du palais en 1650. À l'époque, les Borromei sont des banquiers et des guerriers, alliés des grandes familles Visconti et Sforza, qui dirigent le duché de Milan. Ils règnent sur ces terres du lac Majeur. Grâce à leur position stratégique à la frontière des Alpes, ils protègent le duché des invasions suisses venues du nord. Leur palais est donc un outil diplomatique, où les princes n'ont qu'un objectif, afficher leur richesse. On recherchait avant tout la quantité de tableaux, plus que la qualité ou la signature d'un grand maître. C'était vraiment pour montrer à quel point on était opulent. À l'époque, il y avait vraiment une concurrence entre ces grandes maisons. C'était à celle qui afficherait le plus de richesses. Cette folie des grandeurs va même entraîner le courroux de l'église. En cause, cette salle monumentale. Son projet de construction à la fin du XVIIIe siècle fait scandale. Quand se termine la construction du palais, entre 1776 et 1778, les murs de cette salle sont construits. Mais le problème, c'est la hauteur de la coupole. À l'époque, seules les églises avaient de telles dimensions. Donc on a dû arrêter les travaux, car élever ce dôme aurait pu apparaître comme une hérésie. Il faudra attendre 1945 pour qu'un autre Borromei achève la coupole. Au rez-de-chaussée du palais, à quelques centimètres de la surface des eaux, les princes imaginent un lieu étonnant. On recrée ici l'ambiance d'une grotte marine. Ces pièces étaient faites pour se promener, et ici particulièrement pour se promener au frais. C'était un lieu de fraîcheur. À l'époque, il n'y avait pas de vitres, tout était ouvert, et les grottes recevaient l'air frais du nord qui venait des montagnes. Le dallage est formé de milliers de petits galets. Il a fallu près de 80 ans pour le réaliser. Si cette partie du palais donne sur le lac, l'arrière de la bâtisse, elle, s'ouvre sur les jardins de l'Isola Bella. C'est le domaine de Gianfranco Giustina.
Ici commence un autre monde. C'est un jardin spécial, le jardin à l'italienne, le jardin baroque de l'Isola Bella, avec la vue sur son amphithéâtre. Gianfranco veille sur ce jardin. Et pour cela, il vient d'être élu meilleur jardinier du monde. À la poupe du navire, des terrasses descendent en cascade vers les eaux du lac. Ce chef-d'œuvre baroque est la fierté des Borromée. Partout s'affichent les symboles de leur grandeur. Ce jardin est une mise en scène, un décor, avec au centre le grand amphithéâtre. On arrive dans la partie la plus haute de ce théâtre. On peut imaginer les représentations qui avaient lieu ici, avec cette scène ouverte magnifique, avec le paysage de montagne au fond. On imagine facilement la magie de ces spectacles. Et puis, il y avait aussi des jeux d'eau, avec l'eau qui sortait d'ici et descendait en cascade. Pour découvrir le clou du spectacle, Gianfranco nous conduit sur la dernière terrasse. Alors ici, on arrive sur le pont du vaisseau. On est sur la plus haute terrasse de l'île. Les invités devaient arriver ici, monter sur ces terrasses et à 360 degrés être émerveillés par autant de beauté. Ici, le paysage joue un rôle fondamental. C'est un ensemble de choses. L'œuvre d'art, le jardin et les eaux du lac. Le jardinier a sous sa responsabilité une autre île, située elle aussi dans le golfe Borromée. Chaque jour, et même plusieurs fois par jour, je me déplace d'une île à l'autre. Et il faut beaucoup de patience. Ça prend du temps car il faut organiser les transports. Mais en même temps, j'aime bien ça. Là-bas, on aperçoit l'Isola Madre, où on va débarquer. C'est un très beau jardin botanique, un lieu très particulier. Une sorte d'île-jardin où poussent des plantes merveilleuses. Les princes Borromée ont transformé cette île au XVIe siècle pour en faire un jardin extraordinaire. Ici, grâce au climat, poussent des plantes venues du monde entier. Gianfranco veille sur l'Isola Madre depuis plus de 30 ans. Il a redonné sa splendeur à un site entièrement créé par la volonté des princes. Malgré une latitude égale à celle de Lyon, poussent ici citron, cèdre et même des pamplemousses. Ici, il arrive très bien à mûrir. Ça, c'est un pamplemousse. Ici, il y a vraiment un climat spécial, grâce à l'eau qui entoure l'île. L'île est au centre du golfe Borromée. Donc, elle profite de cette énorme masse d'eau qui se réchauffe en été et restitue cette chaleur en hiver.
Donc, pendant les mois les plus froids, le lac est comme un four qui réchauffe les plantes. Ici, on a réussi à faire pousser des espèces qui ne pourraient pas vivre sur la côte. Ce climat a permis à la famille Borromée de créer, au tout début du XIXe siècle, l'un des premiers jardins botaniques d'Europe. Les plantes rares s'ajoutent alors aux agrumes. Mais l'idée est toujours la même, impressionner la grande aristocratie européenne. L'idée du prince était de créer un jardin, une espèce de paradis, avec des plantes et des fleurs qui, à l'époque, étaient inconnues. Je vais en cueillir une. È una boule de neige gigante. Cette fleur vient du Yunnan, en Chine. À l'époque, on ne connaissait pas ces plantes. Les princes avaient des relations avec les ambassadeurs, surtout dans la région de l'Himalaya. Ils avaient aussi des relations avec l'Église qui favorisait les échanges avec les autres pays. Les plantes venaient de l'Orient, passaient par la Turquie, arrivaient au port de Gênes, puis de Gênes à ici. En face de cet étonnant île jardin, voici l'île des pêcheurs. Elle est la seule à avoir échappé à la domination des princes. Habitée toute l'année, elle abrite une communauté indépendante et fière de son histoire. Ici, depuis des générations, quelques familles vivent des produits du lac. Il est 6 heures du matin. L'heure pour Stefano de partir relever ses filets. Il quitte le petit port de l'île des pêcheurs. Regardez où ils sont. Les filets ont dérivé près de la côte. Le lac Majeur est réputé pour ses tempêtes. Hier, le vent a soufflé fort et entraîné les filets vers la côte. Mais ce matin, c'est un temps idéal pour la pêche. La plupart du temps, le matin, le lac est plutôt paisible. Mais parfois, quand tu te trouves au milieu du lac, tu peux vraiment dire que tu es dans les mains du bon Dieu. C'est lui qui décide. Il est arrivé que lors d'orages ou de coups de vent très forts, on ait même dû s'échapper et se mettre à l'abri. Le lac peut vraiment être dangereux. Tiens, en voilà un. Ça, c'est un corregone. Regarde cette merveille. C'est vraiment le poisson le plus recherché du lac. La pureté des eaux permet à une vingtaine d'espèces de poissons de vivre dans le lac Majeur. Hop là, là là, che meraviglia. Questo si chiama... Ça, c'est un cendre. Questa si chiama Sandra. Hop là. Per quello che ti dico che è una... Voilà pourquoi je dis que la pêche, c'est surtout de la chance. La fortuna c'è stata. Et ce matin, on en a eu. Stefano se rend à présent sur une autre zone de pêche. Elle se situe au large de l'Isola Madre et obéit à un règlement ancestral. Oh signore. Noi abbiamo delle zone di pesca On a encore aujourd'hui des zones de pêche qui appartiennent à la maison des Borromée. date dalla Casa Borromea che è proprietaria Ils sont propriétaires des droits de pêche. pesca. Donc nous, on doit les payer pour pouvoir mettre nos filets. Loro per poter andare a pescare. E anche loro Même ici, au milieu du lac, sono qui in mezzo a ils sont là. Il est 7 heures et soudain la brume descend des montagnes.
Elle enveloppe à présent le lac. Ha un fascino tutto particolare. C'est vraiment une ambiance particulière. I colori, tutto quello. Les couleurs, le silence, la tranquillité. La tranquillità che c'è. Trovo difficoltà quando C'est vraiment dur pour moi quand je pars. che vai magari in una Le lac me manque tout de suite. un'altra situazione viene subito a mancare il lago. Appena lo vedi è sempre un C'est tellement un plaisir d'être ici. Une heure plus tard, les filets sont relevés. Stefano rentre au port. Noi adesso siamo arrivati all'isola dei Voilà, maintenant on arrive à l'île des pêcheurs. Questa è un'isola, siamo in 30, C'est ma maison. non di più. La mia Toute famiglia, ma famille habite ici. la famiglia di mio fratello. Celle de mon frère, ma mère. L'isola pescatori L'île des pêcheurs est la seule à ne pas appartenir à la famille Borromée. è partire dai pescatori. Elle appartient à nous, aux pêcheurs. Gian, Stefano a grandi ici, dans ces petites rues. Serena? Combien y a-t-il d'habitants ici? Siamo sui 30. On est 30. Tutti si conoscono. Tout le monde se connaît. Anche queste signore. Même cette dame, on la connaît. Ici, c'est presque une famille, non? Eh sì, Eh oui, c'est ça. C'est une famille. alla fine è una famiglia proprio. Ad esempio lì abita Ici, mia par exemple, habite ma mère. con la scalinata. Tutte stradine, Ce ne sont que des petites rues, des petits escaliers, des balcons. scalinate, balconi, Imaginez, l'île ne mesure que 350 mètres. 50 metri. En fin de matinée, Stefano prépare ses filets. Ce soir, il repartira les poser sur le lac majeur. C'hai ragione. En longeant l'arc alpin en direction de l'est, au cœur des Préalpes lombardes, voici Côme. Ici, les sommets plongent dans les eaux azures. Depuis des siècles, ce lac est le lieu de villégiature de l'aristocratie et des stars. Sur ses rives sont édifiées quelques-unes des plus belles villas du monde. La situation géographique du lac, au cœur des montagnes, rend les déplacements difficiles. Pour passer d'une rive à l'autre par la route, il faut souvent plusieurs heures. Une des solutions, emprunter le bateau-taxi. Eccoci qua. Ezio Girardoni est un homme pressé. Si parte per escursione. Il est conducteur de bateau et en ce début de printemps, pour lui, c'est la haute saison. Mais vous êtes quelqu'un de très occupé. Plutôt oui. Même beaucoup. Excusez-moi. Pronto? Io faccio Je suis conducteur de bateau-taxi depuis 40 ans. da 40 anni. Ma è una generazione. Dans ma famille, on travaille sur l'eau depuis plusieurs générations. Questa attività. Tante volte mi porto. Il m'arrive de dire que si je devais renaître, je referais le même métier. Paga molto. Perché C'est vraiment une activité qui me plaît beaucoup. conoscere. On a l'opportunité de rencontrer tellement de monde. Des chefs d'État, des hommes politiques, des acteurs, des actrices. Da bambino. Quand j'étais petit, vers l'âge de 10 ans, je me rappelle avoir vu John Kennedy depuis mon bateau. Molto piacere con la barca. Ezio se rend aujourd'hui à Bellagio, l'une des petites villes du centre du lac. Come va? Tutto bene? C'est là que l'attend Monica,
l'une de ses clientes et amies. Benvenute a bordo. Monica travaille dans l'une des villas historiques qui bordent le lac. Elle est née sur ces rives et connaît l'histoire de chacune des grandes bâtisses qui font la renommée de Côme. L'une des villas les plus spectaculaires, et encore privée, est celle-ci dont on se rapproche. C'est la villa Melsideril. C'est une villa construite en 1808 par un marquis milanais. Aujourd'hui encore, la maison appartient aux descendants de la famille. Toute l'aristocratie lombarde se fait construire des maisons au bord du lac. On est près de Milan et encore aujourd'hui, de nombreux Milanais ont des maisons de vacances sur le lac. Mais à l'époque, surtout entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe, pendant la période néoclassique, tous les grands noms de l'aristocratie lombarde, de Côme et de Milan, décident de construire leur villa patricienne sur le lac. Beaucoup sont encore privées, mais certaines ont été transformées en musées. En quelques années, des dizaines de villas sont construites sur les rives du lac. Chacune a son histoire et son nom. Villa Monastero. Villa des Cyprès. Villa Carlotta. C'est ici que Stendhal et Flaubert passent quelques nuits lors de leur voyage sur le lac. À partir du début du 19e siècle, de grands hôtels apparaissent. Ils accueillent les premiers touristes venus du nord de l'Europe. Voici le plus célèbre, la Villa d'Este. Construite au XVIe siècle pour un cardinal, cette demeure est transformée en palace en 1870. Depuis des décennies, c'est l'hôtel préféré des stars américaines. De nombreux acteurs viennent ici, comme par exemple Robert De Niro, qui vient chaque année. Mais si on remonte dans le temps, on a Clark Gable, Bette Davis, qui sont venus ici aussi. Certains disent que c'est la dépendance d'Hollywood, sur le lac de Côme. Non loin de la Villa d'Este, apparaît la Villa Oleandra. Celle-ci doit sa célébrité à son propriétaire, l'acteur américain George Clooney. Elle a été achetée par Clooney en 2001 à une autre américaine, Teresa Heinz. Donc, même avant lui, c'était déjà une propriété américaine. Mais on peut dire qu'avec son arrivée sur le lac, les prix se sont envolés. Monica et Ezio rejoignent le centre du lac. C'est ici qu'est construite certainement la plus belle des demeures de Côme. Sur un éperon rocheux, apparaît la villa Balbianello. Construite en 1787 pour un cardinal, elle a fasciné tous ses propriétaires. Elle sert régulièrement de décor pour des super productions hollywoodiennes. C'est vraiment le bijou du lac de Côme, à la fois par son architecture, mais aussi par le lieu où elle a été construite. Regardez, c'est un grand promontoire boisé, et sur la pointe de ce promontoire, on a construit cette villa à la fin du XVIIIe siècle. L'accès principal à la maison se fait par le lac. Pour avoir une telle vision, il faut arriver par le lac. Si on arrive par la terre, impossible d'avoir un tel impact visuel. Monica débarque à Balbianello. Elle travaille pour la fondation qui gère cette demeure.
Il est difficile de classer ce jardin. On ne peut le définir ni comme un jardin à l'italienne, ni à l'anglaise, ni à la française. Il est vraiment unique et particulier car il suit tout simplement la pente rocheuse du promontoire. Il y a très peu de touches de couleur. C'est un jardin vert. C'est vraiment sa caractéristique et ce qui fait sa personnalité. Des chênes verts à la forme étrange structurent les vues et les perspectives sur le lac. Clairement, ce n'est pas leur forme naturelle. Ils sont taillés ainsi une fois par an. Il y en a 3 grands dans le jardin. Celui-ci est le plus scénographique. Et on le voit très bien depuis le lac. On dirait un nid géant. Cette terrasse est aussi célèbre pour avoir servi de décor à 2 films hollywoodiens. L'une des scènes finales du James Bond Casino Royale et le mariage de la princesse Padmé Amidala dans l'épisode de Star Wars, L'attaque des clones. Au-dessus de la terrasse, voici la loggia. Point d'orgue sur le jardin, elle offre une vue panoramique sur le lac de Côme. C'était vraiment l'orgueil du cardinal qui a construit cette maison. La loggia a été conservée par tous les propriétaires au fil des siècles. On l'utilisait comme un salon d'été qui servait à accueillir les invités. On buvait ici le thé et le café et on profitait à la fois de la vue mais aussi de la brise qui souffle dans les chaudes journées. C'est le lieu le plus frais de toute la propriété. C'est un dialogue perpétuel entre le paysage et la propriété, entre l'environnement et l'intérieur de la maison. Depuis sa construction, la maison a connu 5 propriétaires. Le dernier était un riche industriel italien, Guido Monzino. On entre maintenant dans l'appartement de Guido Monzino, dans son bureau. Imaginez, travailler dans un bureau comme celui-ci, ouvrir les fenêtres avec cette vue sur le lac et cette lumière magnifique. Guido Monzino meurt en 1988. Sans enfant, c'est lui qui lègue Balbianello à la fondation qui la gère aujourd'hui. Son bureau est resté exactement dans l'état dans lequel il l'a laissé dans les années 80. Une clause très importante de son testament, en faveur de la fondation, précisait que la maison devait rester en l'état, comme si quelqu'un habitait encore dans ses pièces. Donc on trouve encore ses pipes, ses cigarettes, ses stylos, comme si quelqu'un venait d'utiliser ce bureau. Quand il rachète Balbianello, Monzino décide d'en faire l'écrin de ses collections d'art premier. Il met dans cette demeure toute son âme. On entre vraiment dans le monde de Guido Monzino, dans son univers. Tout ce qu'il aimait dans la vie, on le retrouve ici, à Balbianello. Et certains disent même que parfois, l'ascenseur part sans avoir été appelé. On parle du fantôme de Monzino qui hante ses pièces. C'est une propriété qu'il a vraiment aimée et vraiment désirée. Loin des fastes de Côme, voici Iseo. Le lac est le berceau d'un mythe qui s'exprime en 4 lettres. Riva. Luca Trussardi est pilote chez Riva. Ce matin, il part sur le lac pour un test moteur sur l'un des derniers nés de la marque.
Ce bateau a 2 moteurs de 370 chevaux. Il peut atteindre la vitesse de 41 nœuds, soit 75 km/h. À partir de 3000 tours, le bateau passe en 2e vitesse et accélère. Voilà, on vient de passer en phase d'accélération. On est déjà à 40 nœuds. Ce bateau est considéré comme la Ferrari des mers. C'est vraiment un produit exclusif, un bateau unique. Jusqu'en 1996, les Riva étaient construits en bois. Aujourd'hui, les nouveaux modèles comme celui-ci sont en fibre de verre. Mais leur silhouette n'a pas changé. Elle se reconnaît au premier coup d'œil. L'histoire de Riva débute en 1930. Les premières embarcations sont fabriquées dans ces petits ateliers, sur les rives du lac. En 1950, Carlo Riva, l'un des petits-fils du fondateur, a une idée géniale. Importer des États-Unis des moteurs et créer des embarcations de grand luxe en acajou. Elles sont entièrement fabriquées à la main. Ces bateaux à la ligne incomparable deviennent les stars des années 60. Le ski nautique est alors à la mode. Les Riva sont l'accessoire indispensable, symbole de luxe et de Dolce Vita. Dans les magazines, les vedettes s'affichent sur leurs bateaux. Toutes les célébrités et les grandes fortunes doivent posséder un Riva. C'est dans ce bureau, en forme de cabine de bateau, que Carlo Riva travaillait sur ces modèles. Des bateaux qui font aujourd'hui l'objet d'un véritable culte. Non loin de là, dans un lieu secret, Antonio, l'un des neveux de Carlo Riva, veille sur une collection unique au monde. C'est la première fois qu'il autorise une caméra à filmer ses bateaux. L'Ariston est mon bateau préféré. Il me plaît parce qu'il est tout en bois, il a des formes sinueuses, il est très sexy. Vous pouvez voir cette courbe à l'avant du bateau. Elle démarre avec cette concavité, puis devient convexe, puis se replie. C'est une forme qui rappelle les vagues. On dirait que ce bateau est né de la mer. Quelle que soit la chose que vous regardez, c'est parfait. La fermeture de la capote, l'hélice au centre du volant. Et regardez cet accessoire. C'est en paille de Vienne pour mettre les verres. On est là, on peut vraiment profiter d'une journée en mer avec le soleil, c'est parfait. Dans les années 70 et 80, quand sont arrivés les bateaux en fibre de verre, les gens ne voulaient plus avoir des embarcations en bois. Ils avaient même honte d'avoir encore un bateau en bois. Donc beaucoup m'appelaient et me disaient « Viens récupérer ce bateau, je le mets dans la rue et je le brûle ». Le lendemain, Antonio remet l'Ariston, son bateau favori, à l'eau pour la première sortie de la saison sur le lac d'Iseo.
La première navigation chaque année, c'est toujours une redécouverte. Comme si je venais de récupérer mon bateau neuf à la sortie du chantier naval. C'est vraiment le plaisir d'avoir un objet beau à regarder, beau à toucher et même beau à écouter. Toutes les sensations qu'il transmet sont au top. C'est vraiment l'histoire qui revit et qui tous les jours affiche aux yeux du monde sa beauté et sa perfection. Situé le plus à l'est, voici le plus grand des lacs italiens. Garde. C'est une véritable mer intérieure. Elle est soumise aux rafales venues des Alpes. Ici, les hommes vivent avec le vent. Ils donnent à ces eaux leur caractère si particulier. Né d'une mère française et d'un père italien, Giacomo a grandi ici. Il connaît bien ces vents typiques de Garde. Oui, le vent ici est presque un ascenseur, disons, en horizontal. Parce qu'il y a un vent principal qui descend le matin du nord vers le sud, et l'après-midi, il y a un autre vent qui, du sud, permet de remonter vers le nord. Le vent du matin du nord s'appelle peler, c'est comme peler, donc ça pèle la superficie de l'eau. Et le vent de l'après-midi s'appelle ora. Et il est créé par la chaleur de la vallée du Pô, donc c'est pour ça qu'il arrive l'après-midi. Le vent a toujours accompagné l'histoire du lac de Garde. Ce que j'aime beaucoup, c'est le silence qu'il y a. Il n'y a pas de bruit, ça ne salit pas, on peut rester des fois, ça m'arrive avec des copains de naviguer même 1 heure sans rien dire, juste en écoutant le bruit de l'eau sur le bateau, c'est magnifique. C'est la mer avant la mer, c'est la Méditerranée avant la Méditerranée, c'est le soleil et le bleu de l'eau qui font le trait d'union avec la Méditerranée qui n'est pas loin. Giacomo et ses amis prennent la direction de Sirmione. Située au bout d'une presqu'île, cette cité médiévale est réputée pour sa qualité de vie. Ici, depuis l'Antiquité, les hommes profitent de la douceur du climat et de la richesse du lac. À la pointe de la presqu'île, les ruines d'une immense villa romaine témoignent de l'attrait du site. Attribuée au poète Catullus, elle aurait accueilli César. En faisant de la voile, je suis passé par là de nombreuses fois et c'est toujours beau de s'étonner de la beauté de ce lieu absolument exceptionnel. C'est une villa où ces grands patriciens romains passaient leur temps libre en lisant, en mangeant du raisin, des olives et en admirant le lac de Garde. On a du poisson magnifique dans le lac, on a les olives, on a les citrons, on a tout ce qu'on veut.
Donc c'était vraiment le bonheur, hein, le bonheur de l'Italie dans son image la plus belle. Sirmione a conservé cette tradition de saveurs et de goûts. La ville est réputée pour sa cuisine aux influences multiples. Dans l'une des ruelles du centre, un chef commence sa journée avec la livraison du poisson. Tous les matins, Martial nous apporte le poisson du jour, ce que le lac veut bien nous donner. Simone est l'un des chefs renommés de la ville. Depuis plus de 20 ans, il travaille les produits du lac. Première préparation du jour, les tortelloni. Les pâtes farcies, les pâtes normales, les gnocchis, les desserts, les glaces. On fait tout nous-mêmes. C'est une farce au brochet et à la carpe. On l'a fait cuire au four avec des oignons. C'est vrai qu'il faut le coup de main. On appelle ces tortellini des nœuds d'amour. La cuisine de Simone adapte les plats traditionnels aux produits du lac, comme avec ses bigoli, au filet de sardines et tomates séchées. On est vraiment dans un entre-deux. On a les parfums de la Méditerranée, et puis on a ces poissons du lac, nés dans les torrents de montagne. Donc on peut vraiment dire que notre cuisine associe les parfums de la Méditerranée et les parfums des Alpes. Et pour finir le plat, on met toujours quelques gouttes d'huile d'olive du lac de Garde. C'est la touche finale. Elle a un goût particulier? Elle est très légère, très fraîche, pas acide du tout. Pour moi, elle fait partie des 3 meilleures huiles d'Italie. La meilleure, je peux pas le dire, mais parmi les 3 meilleures, c'est sûr. Nous quittons à présent les rivages de Sirmione et le sud du lac pour nous enfoncer dans les montagnes. Au nord, voici l'autre visage de Garde. Ici, des sommets de plus de 2000 mètres dominent les eaux. Comme le Monte Baldo. Véritable balcon sur le lac, il est aussi appelé Hortus Italiae, le jardin de l'Italie. Sur ses pentes, poussent des plantes rarissimes. Depuis plusieurs années, ces 3 botanistes parcourent ces cimes à la recherche de nouvelles espèces. Aujourd'hui, ils se rendent au sommet du Baldo. Et en chemin, une première récompense attend les scientifiques. Waouh! C'est vraiment toujours une émotion. 1500 mètres de dénivelé d'ici au lac. On a l'impression qu'il n'est pas loin, mais il y a 1500 mètres depuis cette crête. Si on remonte dans le passé, il y a 20 000 ans, à la place du lac, il y avait un énorme glacier. Cette langue glaciaire descendait vers le sud, jusqu'aux actuelles collines morainiques du lac de Garde. Et la glace arrivait à 1300 mètres d'altitude. Donc, sous la glace, tout a été détruit, et au-dessus, les plantes et les animaux ont survécu. Aujourd'hui encore, le Monte Baldo est un refuge pour des plantes uniques au monde. Comme la minuscule Sassifraga, dont les petites fleurs blanches apparaissent au tout début du printemps. Le Monte Baldo est appelé Hortus Italiae, le jardin de l'Italie, parce qu'il offre ce type d'émotion.
Des plantes rarissimes et qui poussent dans un paysage extraordinaire, avec des roches verticales qui font face au lac de Garde. C'est vraiment un ensemble incroyable. Un peu plus haut, l'environnement devient hostile. Les botanistes sont maintenant à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est ici que pousse la plante qu'ils recherchent. C'est une petite fleur délicate que peu de personnes au monde ont eu la chance d'admirer. Oui, là, eccolo qua. Sì, guarda. Callianthemum kerneranum. Callianthemum kerneranum, une espèce qui dans le monde ne pousse qu'ici. Avant les glaciations, cette espèce devait occuper une zone beaucoup plus vaste. Mais avec l'arrivée des glaces, une grande partie a été détruite. Et n'ont survécu que celles qui sont restées sur cette sorte d'île, avec non pas la mer autour, mais les glaciers. À quelques centaines de mètres de là, sur une autre cime du Monte Baldo, des ailes se déploient. Il est 10 h du matin. Claudio et Roberto viennent profiter des premiers vents d'ouest. Ça, c'est le point de décollage du Monte Baldo. En ce moment, les pilotes décollent depuis le versant est. C'est un site énorme. 1000 voiles pourraient décoller en même temps. En quelques années, Claudio a vu ce site se transformer et devenir la Mecque du parapente. Je vole depuis 1987, depuis 29 ans. Mais je m'en lasse pas. C'est un rêve d'enfant de voler. Et le moyen le plus simple pour voler, c'est le parapente. Le monde entier vient ici, majoritairement des Allemands, des Suisses et des Français. Mais on vient aussi du Canada ou des États-Unis. Il est presque midi. L'air commence à s'échauffer à la surface du lac et des rafales de vent balayent le site. Pour Claudio, il est temps de s'envoler. Le vent a tourné. Il arrive de l'ouest, donc on va décoller de ce côté, face au vent. Ok. Vai, bella. E siamo in volo dal Monte Baldo. Questa è una termica. On est en train de monter dans un courant ascendant. Le panorama est superbe. Il y a Roberto et Flavio, mes amis, qui sont aussi en train de monter grâce à ce thermique. À 360 degrés, c'est beau. On est au-dessus du plus grand lac d'Italie. C'est vraiment un vol exceptionnel. C'est vraiment spectaculaire. Garde, lac sauvage battu par les vents. Majeur, lac princier marqué par le sceau d'une grande famille, les Borromei. Horta, lac de prière et de ferveur. Iseo, symbole de la Dolce Vita. Côme et ses villas d'exception.
Ces lacs de caractère sont des cadeaux de la nature. Des paradis nés il y a plus de 20 000 ans, du travail et de la puissance des glaciers des Alpes.